Alors, Monsieur Coulibaly, je vais me tourner vers vous. Là, on a parlé de beaucoup de problèmes qui nous empêchent d'avoir l'eau, les barrages ne fonctionnent qu'en plein régime qu'en hiver, en étiage. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le même problème existait. Pourtant, au temps du professeur Alpha Condé, on a réussi à le résoudre. Quelle était sa solution miracle? Il n'y avait pas de solution miracle. Il y avait juste, disons, un instant, un moment favorable. Je vous explique pourquoi. À son avènement, si vous voulez, à partir de 2010, on produisait très peu d'électricité. Sur tout le réseau interconnecté, on n'avait que Garafiri, Kaloum 1 et Kaloum 2, dont 75 MW et 70 MW. À peu près, on produisait à peine 140 MW, si vous remarquez. Donc, à partir de 2012, on a décidé 2011, on a décidé de construire le barrage Caleta. Moi, j'ai travaillé sur le projet Caleta. Les travaux ont commencé en 2012. Avec toutes les activités du chantier, etc., etc. Les lignes et les postes ont été construites. Les lignes, 225 pour acheminer la production à Manéa. Il y a eu la construction de 6 postes de transformation. Fria, Manéa, Amdala, Matoto, Tombo, etc. Le barrage a été mis en service, si vous voulez, en 2015. 31 mai, on a lancé la première turbine de Caleta. Et tout de suite, il y a eu amélioration de la desserte. Ça coïncidait si vous voulez, à la période des saisons de pluie. Le début de la saison pluvieuse. C'est ça. L'apport additionnel de 240 MW sur le réseau s'est tout de suite fait sentir. On a eu l'électricité. Malheureusement, si vous voulez, à partir de l'étiage qui a suivi, de 2016, les coupures ont repris. Parce que Caleta était un barrage qu'on appelle techniquement au fil de l'eau. C'est qu'il n'y a pas de retenue d'eau. La retenue fait 22 millions. Et à peu près, on a 1 mètre d'eau turbinable. C'est un barrage saisonnier au fil de l'eau. Il n'y a pas de stockage d'eau. Okay? Il est fonction du débit du cours d'eau. Tout de suite, on a décidé de faire l'adjonction thermique des 100 MW dont il vient de parler. Donc, ça concernait essentiellement Kaloum 1, 24 MW, Kaloum 2, 26, équipé, 50 MW. Et ces infrastructures ont été mises en service en 2016. Donc, regardez un peu la chronologie. 2015, on a 250 MW supplémentaires. 2016, on a eu les 100 MW adjonction thermique. Donc, on a à peu près 340. Vous êtes avec moi. Ça a permis drastiquement d'améliorer la desserte. Mais toujours, Caleta souffrait de son manque de retenue. Quand moi, j'ai participé à la maintenance du groupe numéro 2 de Caleta, c'était en 2019-2020. Pratiquement à 8 heures, Caleta produisait 0 MW. Jusqu'à 18 heures. À partir de 18 heures, on démarrait un groupe. Sur les 3, on n'avait que 80 MW productibles à l'époque. Donc, concours de circonstances, Alpha a négocié le bateau KPS qui avait une puissance de 115 MW. Donc, le contrat a été signé en 2019. Et dès 2020, on a eu 115 MW aussi additionnels qui s'est rajouté sur les 340 dont je viens de dire. Voilà. Cette puissance additionnelle a permis également d'améliorer de manière drastique la fourniture d'électricité. Et l'élément final qui a aussi été très favorable, c'était la mise en service des groupes de Swapiti. À partir de 2020, on a mis en service le premier groupe de Swapiti et progressivement, en 2021, on avait déjà 450 MW additionnels. Donc, ces puissances additionnelles, en ce moment, ont permis réellement d'améliorer la desserte. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est la sollicitation de ces ouvrages. Il faut que nous revoyions ce qu'on appelle notre plan de production de ces ouvrages. Ces ouvrages, notamment Swapiti, Caleta, Garafiri, fournissent sur le système interconnecté, si vous voyez la production d'énergie totale, en 2022, on a produit environ 3300 gigawattheures d'énergie au total, qui a permis de fournir l'électricité à tout ce système interconnecté. Donc, sur les 3300 gigawattheures, vous allez voir que 85% provient de ces ouvrages hydroélectriques. Comme je viens de dire, Swapiti, Caleta et Garafiri. Ça, c'est la spécificité de la Guinée. Mais il faut que nous revoyions les choses. Et quand vous prenez, par exemple, en comparaison avec la Norvège, le Danemark
environ 90% vient des ouvrages. Mais ils sont à l'hémisphère nord. Ils n'ont pas d'étillage, ils n'ont pas dans l'ensoleillement comme nous. Quand vous prenez le Kenya, 90% vient des énergies renouvelables. Quand vous prenez l'Éthiopie, ils viennent d'inaugurer le barrage de la Renaissance qui fait 5500 MW. Donc 90% est hydraulique. C'est ça ce concours de circonstances. Maintenant, aujourd'hui, il est impérieux, urgent aussi de penser à notre plan de production ou bien notre plan de mise en contribution de ces ouvrages en additionnant d'autres sources de production aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà ce qu'on pourrait faire. Très simple. Si on avait un système, une centrale solaire, 200 MW, vous savez, le solaire c'est la journée. Le pic de production c'est midi 14h. Vous avez une puissance crête de 200 MW. Même si c'est réparti, Bokeh, Bofa en a 100, Linsa en a 100, ça nous fait 200, un exemple. Donc, cette production solaire va permettre de réduire la production des centrales hydroélectriques la journée. Parce qu'on a suffisamment de soleil. Donc, ce soleil va permettre d'alimenter le réseau. Et à partir de 18h, 19h, il n'y en a plus de soleil. Donc, il y aura une baisse de production dans nos centrales solaires. En ce moment, on met en contribution nos centrales hydroélectriques. Donc, si nos centrales hydroélectriques fonctionnent, moi, j'ai fait des calculs, des estimations. Soit petit en ce moment, on consomme plus de 10 cm d'eau par jour. C'est que le fait de produire les 3 groupes, 300 MW, le niveau d'eau dans le lac baisse de 10 cm. Parce qu'il n'y a pas d'eau qui vient dans le fleuve, parce que c'est la saison sèche. Donc si on a du solaire aujourd'hui, 300 MW, on développe le solaire. Le Sénégal aujourd'hui a plus de 200 MW de solaire. Ils ont plus de 10 centrales solaires. Ils sont en train d'inaugurer encore 2-3. La Côte d'Ivoire est en train d'inaugurer. Donc aujourd'hui, avec ce solaire qu'on a, l'ensoleillement aujourd'hui, il y a des zones, on a une très bonne irradiation. On a fait des mesures. Voilà. Oui, c'est des solutions. On va en venir alors. Ce que je vais dire, c'est que, est-ce que vous voulez me dire ici que la solution qu'on a trouvée jusqu'ici, les bateaux et autres, en fait, ce sont des solutions... C'était un mirage, en fait. Pas qu'un mirage. Quand je veux dire, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on appelle des IPP, Independent Power Producer. Ok, on achète, comme je viens de dire. Le kilowattheure, il a combien? 10 cents, 11 cents, 12 cents, je ne sais pas. Il y a aussi les taux fixes. Les taux variables, c'est l'énergie que tu produis. Il y a des compteurs d'énergie. On relève chaque 0 heure. On dit chaque centrale a produit combien de mégawattheures, etc. On fait des calculs. Après, on a le taux d'énergie réelle produit en 24 heures, par jour, par semaine, par mois et par an. Donc cette énergie est achetée, ce qu'on appelle le taux variable. Il y a le taux fixe, la centrale, qu'elle fonctionne ou pas, si elle a l'énergie disponible, prêt à démarrer, comme on appelle, tu peux aussi payer cette puissance. Le take-or-pay, cette énergie est disponible. Donc ces calculs aujourd'hui, il faut que nous revoyions vraiment nos stratégies, notre plan de développement énergétique, en trouvant aussi des moyens. Parce que ces centrales ont coûté énormément d'argent. Par exemple, quand tu prends une centrale thermique, un exemple, la tannerie, je travaille à la tannerie, et je connais bien ce mécanisme, comment ça fonctionne. On a 50 MW. Pour que, actuellement, cette centrale fonctionne à sa puissance maximale, parce qu'on n'a pas d'eau dans les lacs. Donc, quotidiennement, cette centrale te consomme environ 6 citernes de HFO par jour. Tu as environ 40 000 litres multiplié par 6, tu as environ 240 000 litres par jour. Donc, l'État fournit le carburant à cette centrale. Et après, on achète l'énergie de cette centrale. C'est coûteux. Donc, quand j'ai fait un calcul, quand on achète le kilowatt à 10 cents, 11 cents, donc tu te retrouves à plus de 15 000, 120 000, 130 000 $ quotidiens de facture d'énergie qu'on doit à cette centrale. Or, le carburant qu'on les fournit. Vous comprenez? Après, il y a des centrales aussi de EDG qui sont aujourd'hui dans le parc de EDG, Kaloum 1, Kaloum 2, équipées. Donc, heureusement, ces centrales, ils ont signé des contrats d'exploitation avec la société turque e-Techno pour les aider à faire la maintenance, etc., etc. Donc, ces centrales aujourd'hui sont dans le patrimoine de l'État. Mais la grande question qui se pose aujourd'hui, quelle est la rigueur? Parce qu'une centrale qui doit fonctionner 20-30 années, si au bout de 5 ans, 6 ans, la centrale n'est plus opérationnelle, c'est qu'aujourd'hui, il faut revoir carrément la maintenance, le mode d'exploitation de l'infrastructure aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, M. Camara,